Si j'étais jamais allée faire de l'ayahuasca, mon fils serait peut-être même pas là aujourd'hui. Dire qu'il y avait des gens dans cet avion-là qui s'en allaient à Cancun pour faire le party, boire trop de tequila, puis vomir dans le bol de toilette. Puis il y avait moi, sobre, en train de m'envoler vers une retraite d'ayahuasca, mais pour vomir dans un seau, dans le noir en pleine jungle. La différence, c'est que ce voyage-là, c'était un voyage intérieur. Et honnêtement, j'étais pas prête à ce que j'allais découvrir. Ici Isabelle et bienvenue à Honnêtement Vrai. Beaucoup d'entre nous passent leur vie à vouloir bien paraître, souvent sans même s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, on a juste envie d'être honnêtement vrai, d'avoir des conversations intimes, sincères et profondément humaines. Ensemble, on déconstruit les apparences, une vérité à la fois. Bienvenue à cet épisode solo de Honnêtement Vrai. Aujourd'hui, je te parle d'une expérience qui a littéralement transformé ma vie. Mon séjour dans une retraite ayahuasca au Mexique. Depuis que je suis revenue, je me suis fait tellement poser de questions. Ça a intrigué pas mal de monde, ça fascine. C'est un peu tabou. Puis parfois aussi, ça choque, surtout depuis l'année passée. Parce qu'ici au Québec, quand on entend parler de... Il n'y a pas juste parler de ayahuasca, mais je vais parler de kambo. Puis je te dirais que les opinions maintenant sont rendues très partagées sur le kambo. C'est très controversé. Mais aujourd'hui, je vais tout te raconter. Je vais te parler de mon appel vers l'ayahuasca, pourquoi j'ai senti le besoin d'y aller, ce que j'ai vécu là-bas. Puis surtout, je vais essayer de t'expliquer avec le plus de clarté, mais aussi de respect. Juste pour être clair, je ne suis pas une professionnelle de la santé. Ce que je vais partager, c'est mon expérience personnelle, ce que j'ai vu, ressenti, compris, mais ce n'est pas un avis médical. Dans ce premier épisode, parce qu'il y a 2 parties, parce que c'est vraiment un gros épisode, je vais te raconter comment tout a commencé, comment j'ai découvert l'ayahuasca, puis à quoi ça ressemble une cérémonie typique dans une retraite. Sur ce, on part ensemble pour un voyage intérieur. Comment j'ai découvert ayahuasca? À l'été 2021, je venais de me séparer. J'avais un rendez-vous de microblading. Pour ceux qui connaissent, c'est pour les sourcils. Puis la fille qui m'a fait mes sourcils m'a commencé à me parler. Je pense qu'elle sentait que j'étais ouverte. Elle m'a parlé de l'ayahuasca, une retraite au Pérou. Elle m'a donné le nom de la retraite. Puis j'avais été voir sur Internet juste pour découvrir ça. C'était quoi, en fait? Puis j'avais trouvé ça un peu cher. J'ai décidé de garder ça un peu comme dans mes notes, puis de laisser ça un peu de côté. Probablement que j'étais pas là dans ma vie. J'avais pas ressenti tant le besoin d'y aller. Normalement, quand tu ressens l'appel, c'est très clair. Ayahuasca t'appelle. C'est pas... non, t'appelles pas sur ton téléphone, mais t'appelle dans le sens comme tu ressens l'envie d'y aller, puis tu sens que c'est le moment, puis tu en as besoin, profondément besoin. Et c'est là que tu t'en vas faire ayahuasca, sinon, c'est pas le moment. Fait que dans le fond, moi, pour sauter 2 étés plus tard, en l'été 2023, j'ai eu un wake-up call à la fin de l'été. Il y a un oiseau qui a frappé dans ma fenêtre. Puis je me rappelle, c'était le lendemain d'une soirée bien arrosée. J'étais très lendemain de veille. Je faisais de l'anxiété, là, mais dans le tapis ou dans le plafond. En tout cas, je faisais beaucoup d'anxiété. Puis, j'allais vraiment pas bien. Je buvais trop, je m'abandonnais dans un sens, j'étais accro à tout ce qui était stimulant. J'avais des problèmes de consommation, je filais vraiment pas, ma relation, ça allait pas bien. Ça paraissait là, que ça filait vraiment pas. Puis je buvais trop aussi parce que je remplissais le vide par l'alcool. Il fallait vraiment que quelque chose change. Puis quand l'oiseau est rentré dans ma fenêtre, paf! Sur le coup, j'ai pas réalisé, mais après ça, j'ai vu dans ma vitre, j'avais vu des plumes, un petit peu de sang. J'aime pas trop ça, là, ça me... Oh, j'aime pas ça quand... Je sais même pas s'il est mort, je l'ai jamais retrouvé en bas, mais ça m'avait vraiment profondément marqué. Pour dire, j'ai l'impression que c'était comme un message que l'univers m'envoyait puis me disait genre « Get your shit together ». Parce que là, ça va vraiment pas bien, ton affaire. Parce que là, je pense que tu t'en vas, tu coules. Puis je me rappelle aussi que j'avais beaucoup de pensées intrusives, beaucoup de choses remontaient à la surface. Ma relation me trigger comme tellement beaucoup de trucs que ça remontait à la surface. Fait qu'il y avait de quoi qu'il fallait que je change. J'avais booké des vacances en octobre.
mais j'avais pas encore décidé de la destination ou qu'est-ce que j'allais faire avec mes vacances. Tout d'un coup, je voulais pas me fier sur mon copain. J'aime pas ça dépendre du monde. Fait que je me suis dit, je vais essayer de trouver une retraite. Tu sais, de vraiment... Moi, j'adore faire des solo trips, des voyages solo. Puis, j'ai juste décidé que peut-être qu'aller vers une retraite de yoga, ou peut-être ça allait me faire plus du bien, puis me recentrer sur moi-même. Peut-être que c'était vraiment quelque chose que j'avais besoin. Fait que j'ai commencé à aller sur Retreat Guru, puis aller voir les retraites. Et j'ai hésité entre une retraite de yoga à Puerto Vallarta. Puis là, j'ai vu des retraites ayahuasca. Et là, j'ai fait « Ah oui, c'est vrai, ça! » Je l'avais laissé de côté. Et là, je me suis rappelée de ce qu'elle m'avait dit. Ça m'a intriguée. Puis j'ai fait « Oh, peut-être que ça serait un choix potentiel. » Je regardais les retraites, puis je trouvais que c'était comme « Oh mon Dieu, ça a l'air intense, ça va être quelque chose, je suis-tu prête à ça? » Mais on dirait plus que je réfléchissais, plus que je pensais à Puerto Vallarta, je me disais « Oh my God, ça peut être nice. » Puis là, je repensais aux retraites ayahuasca, puis là, je me disais « On dirait qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit « Faut que tu ailles faire ça. » J'étais pas capable de le shaker, j'étais pas capable de... C'était vraiment « Faut que j'aille essayer ça. » Alors, j'ai décidé de booker. Ça tombait vraiment bien. La retraite tombait en plein dans mes dates que j'avais bookées à la job. Fait que j'ai booké la semaine de retraite juste avant de me coucher. Je me rappelle, c'était pour ceux qui savent, j'en ai parlé dans mon intro, mais le chiffre 22, c'est important. J'ai décidé de le booker le 22 septembre. Et j'ai jamais dormi la nuit, je pense. J'ai tellement bad trippé. J'ai comme eu le guts de peser sur « je le book », mais après ça, je me suis couchée, puis j'ai genre fait « dans quoi je me suis embarquée? » Et là, c'est là que l'anxiété m'a pognée solide. Puis là, j'ai fait « oh mon Dieu », j'ai regretté. Je me disais « oh mon Dieu, c'est où je m'en vais? Mais qu'est-ce que je m'en vais faire là? Ça n'a pas d'allure. Oh my God, à quoi j'ai pensé? » Mais j'avais juste envie de reculer. Puis aussi, juste dire, je trouve ça drôle parce que j'étais obsédée dans ce temps-là. Vu que j'ai booké mon billet d'avion dans la période des ouragans. Mais moi, j'étais tout le temps sur National Hurricane Center. C'est un peu comme ça que c'est drôle, là, c'est une belle anecdote, mais c'est le même que j'ai réalisé que j'avais fait le bon choix. Quand j'ai vu, parce que là, je surveillais les ouragans, puis la formation des ouragans pour voir est-ce que quand je vais partir, il y en a une qui va frapper, ça va juste défaire mes plans, dans le sens comme ça se peut que je pourrais même pas y aller. Je m'imagine des scénarios. Il faut vraiment que j'y aille à cette retraite-là. J'espère que ça va pas bousiller. Mais en même temps, c'était vraiment... J'étais intriguée aussi, j'étais fascinée par comment ça se passait avec les ouragans. Et là, je vois qu'il y a un ouragan qui se forme. Quand même un ouragan à vraiment une bonne intensité qui s'est formé dans l'océan Pacifique et qui s'en allait tout droit vers Puerto Vallarta. Normalement, c'est plus sur la côte est. J'ai fait « oh my God ». J'ai tellement fait le bon choix parce que la minute que j'aurais atterri puis je serais là-bas, l'ouragan passait. De l'autre côté, moi, j'étais en train de faire mon voyage intérieur à sa côte est avec zéro ouragan, rien. Et là, je me suis dit, c'est vraiment la vie me confirme que c'était le bon choix que j'ai fait. Puis aussi, juste dire, je trouve ça drôle, j'ai failli de pas booker parce que je me suis rappelé que c'était la saison des pluies. Qui dit saison des pluies au Mexique dit tarentule. Puis là, c'est sûr que à l'intérieur de moi, c'est une façon de me trouver une excuse pour pas y aller. Mais là, je pensais à ça, j'étais comme oh non, là, je suis dans la jungle, il va y avoir des tarentules. Oh my God, je suis capable d'affronter ça. Non, c'est ma plus grande peur, c'est les araignées. Je suis comme oh my God, je serais jamais capable. J'avais tellement peur des tarentules. Je me disais, c'est la saison des pluies, c'est sûr, je vais en voir. Je serais oh my God, non, je peux pas faire ça. Fait que j'ai failli pas réserver à cause des tarentules. Puis honnêtement, j'en ai jamais vu pendant que j'étais là-bas. J'ai vu une araignée, mais j'ai pas vu de tarentule. Fait que c'est une bonne affaire, finalement, je suis allée. Alors, on va commencer à aller direct dans le sujet, mais qu'est-ce que c'est l'ayahuasca? L'ayahuasca, dans le fond, c'est une médecine sacrée issue de l'Amazonie. C'est utilisé, ça a l'air, depuis plus de 4000 ans par les chamans pour favoriser l'expansion de la conscience. En fait, c'est une décoction naturelle qui est un moyen ancestral de contact avec le sacré. C'est une tradition ultra précieuse, transmise de génération en génération. Ça se doit être
respecté et protégé. Ça, c'est vraiment important. Tu sais, dans notre société, on accumule beaucoup de stress, de blessures, de traumatismes depuis notre enfance. L'ayahuasca, dans le fond, c'est une autre façon de se guérir. Parce que oui, tu peux aller en thérapie, mais l'ayahuasca, dans le fond, ça l'aide à lâcher un peu les traumatismes, à mieux comprendre ses blocages. Puis pour certains, ça l'aide à se libérer d'addiction ou des schémas de pensée toxiques. Fait que dans le fond, c'est comme si tu reprogrammes ton cerveau pour prendre une autre direction. T'sais, ils disent souvent que, ils disent que c'est l'équivalent de 10 ans de thérapie. En fait, c'est pour dire que c'est quelque chose qu'une thérapie classique peut pas faire. Tu peux parler pendant des années puis des années. L'ayahuasca, dans le fond, ça te montre directement ce que tu as besoin de voir. L'ayahuasca aussi, c'est une façon de lâcher prise. T'as pas le choix. Faut que tu lâches prise durant les cérémonies parce que sinon, tu vas juste pas cheminer puis tu vas pas faire l'expérience qui est nécessaire de faire quand tu es là-bas. Quand tu t'en vas faire l'ayahuasca, dans le fond, tu t'en vas faire face à tes démons. En gros, c'est ça. Tu t'en vas t'asseoir avec tes démons. C'est pour ça que les gens trouvent ça fascinant puis trouvent que ça prend du guts parce que oui, ça a pris beaucoup de guts pour booker un vol vers le Mexique toute seule pour aller dans la jungle, toute seule, s'asseoir dans le noir, toute seule pour affronter mes peurs. Ouais, ça c'est sûr. L'ayahuasca, c'est aussi Mother Ayahuasca, c'est la grand-mère de toutes les plantes. C'est vraiment elle est tellement sage, elle est tellement... je vais l'expliquer après c'est qui Mother Ayahuasca, là, mais Ayahuasca, dans le fond, on parle de psilocybine, le moche, c'est vraiment plus haut que ça. C'est vraiment... le moche, un peu, c'est comme comme un enfant, on pourrait dire, mais Ayahuasca, c'est la grand-mère. C'est encore plus sage. Puis la décoction, c'est préparé à partir de 2 plantes. Je vais les dire, puis c'est un peu difficile à prononcer, le Banisteriopsis capi. C'est une liane qui pousse dans toute l'Amazonie. Puis le Psychotria viridis chacruna, une plante qui contient un composé psychoactif, la DMT. Alors, les deux ensemble, ça crée une potion super puissante qui va te plonger dans une introspection profonde. C'est qui Mother Ayahuasca? Bon, on l'appelle Mother Ayahuasca parce que c'est l'esprit de la plante. On l'appelle la mère parce que elle est souvent perçue comme une présence bienveillante, mais aussi exigeante, un peu comme une figure maternelle qui t'aide à grandir, en te montrant des vérités que tu ne veux pas nécessairement voir. Puis pour certains, elle apparaît sur une forme d'une voix intérieure ou pour d'autres comme une présence, une vision. Même, il y en a qui, ça se peut qu'ils la voient comme l'apparence d'une femme lors des visions. Elle guide, elle enseigne, elle pousse à l'introspection, mais sans complaisance. Elle peut être douce et réconfortante, mais aussi elle peut te faire face à tes peurs et tes blocages les plus profonds. Elle fait du tough love. Pour moi, la façon qu'elle s'est manifestée, c'était vraiment plus comme une voix intérieure. Je me disais, c'est pas une personne qui me parle, c'est moi-même qui se parle. Puis j'ai réalisé qu'en fait, c'était elle qui parlait à travers moi. Fait que je me parlais à moi-même, mais c'était elle, dans le fond. Juste pour dire, pour moi, elle a été douce avec moi la première cérémonie, mais la deuxième, elle a été vraiment plus rough avec moi. Ils disent aussi qu'elle est tellement wise, elle est tellement sage qu'elle sait le nombre de cérémonies que tu vas faire. Fait que dans le fond, c'est comme si elle est capable de gager un peu, la première, c'est quoi qu'elle a besoin, la deuxième, etc. Fait que ça a un peu été comme ça pour moi, ça a été doux, puis après ça a été bang! Elle m'a rentré dedans solide. Ma deuxième cérémonie, c'est sûr, ça a été la plus terrifiante. Vraiment, vraiment la plus terrifiante En fait, j'avais 3 cérémonies, mais j'avais 2 cérémonies ayahuasca, une de peyote. Aussi, on t'invite aussi à avoir une intention avant de commencer la cérémonie. Par contre, peu importe l'intention que tu as avant la cérémonie, Mother Ayahuasca va te donner ce que tu as besoin et non ce que tu veux. Puis, des fois, ça va vraiment, tu vas dire, voyons donc, c'était pas ça, c'était pas ça que je voulais guérir, c'était pas ça que je voulais dealer avec, mais c'est pas ça que tu avais besoin. Elle a décidé que exemple, telle affaire, c'est beaucoup plus important que le reste, puis c'est ça que tu dois dealer avec. Comment se déroule une cérémonie typique? Pour la façon que ça se déroule pour une cérémonie typique, on s'entend que c'est très difficile d'expliquer une expérience ayahuasca. Si tu l'as jamais vécu, si tu n'es jamais assis avec ayahuasca,
c'est presque impossible de lui rendre justice. Il faut le vivre, et puis chaque expérience est différente. Personne vit la même affaire. Tu peux parler avec quelqu'un d'autre, ça va être complètement différent. Il y a des gens qui ont des visions, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui voient des motifs, il y en a qui vont voir des insectes, il y en a qui vont... Tu sais, il y a plein de choses, tout le monde vit ça différemment. Il y en a aussi qui vont voir des esprits. Fait que c'est vraiment, vraiment, tout le monde est différent. Dans le fond, ça se passe, en tout cas, moi, ce que j'étais, parce que là, je vais expliquer, mais ça se peut qu'au Pérou ou dans d'autres retraites, les choses fonctionnent pas pareil, tout dépendant du chaman. Nous, on était sur un maloka, qui est une hutte cérémonielle. Le déroulement, dans le fond, ça se fait, avant de commencer, on se fait comme cleanse, qu'on appelle, comme on se fait nettoyer notre énergie. Après ça, ils nous expliquent la cérémonie. Après ça, on doit donner notre consentement. Le chaman nous dit que tout le monde a consenti qu'ils vont faire la cérémonie jusqu'à la fin et tu n'as pas techniquement plus le droit à partir de ce moment-là d'abandonner l'expérience. C'est interdit d'aller à sa chambre. Fait qu'il fallait jamais... On pouvait se promener autour du maloka, mais on pouvait... Mettons, il y avait une piscine à côté, fait qu'on pouvait tourner autour, mais on pouvait jamais sortir, là, aller à l'extérieur plus loin que, mettons, ou les chambres. En passant, il y a toujours le chaman, mais il y a aussi des musiciens. Et c'est tous des gens qui, à tour de rôle, vont faire des chansons, les Icaros. Fait qu'ils font des chants tout le long, mais ils alternent. Puis eux autres aussi consomment de l'ayahuasca, mais ils vont tous surveiller les gens sous le maloka. Fait qu'on est tout le temps surveillé. Fait que même si tu sors dehors pour aller te promener, faire une petite marche, te promener, mettons, nous, autour de la piscine, regarder le ciel, il y a tout le temps quelqu'un qui allait venir te voir, qui venait te voir, puis qui te disait: est-ce que tout est beau? T'es-tu correct? Si, mettons, quelqu'un fait un gros bad trip ou genre part à pleurer, part à capoter, ce qui est arrivé quand j'étais là-bas, ils vont prendre la personne, ils vont la sortir à l'extérieur, puis ils vont être avec cette personne-là jusqu'à temps qu'elle est correcte. Fait qu'il y a toujours un support. T'es jamais laissé à toi-même quand tu fais de l'ayahuasca. On est tout en rond, puis un après l'autre, on va devant le chaman. Dans notre tête, on se dit notre intention. On prend la petite coupe avec la petite potion dedans, puis je pense qu'on disait copa je me rappelle plus. En tout cas, on disait de quoi, on le buvait, puis on allait se rasseoir. Et là, quand tout le monde avait fini, on devait rester dans le noir, en silence, juste à temps que ça kick in. Fait que c'est à peu près comme 1 heure environ. Après ça, quand ça commençait à kick in, le chaman a commencé à chanter des Icaros. Le chaman le chaman qui était là à la retraite, il s'appelle Arturo. Il avait été enseigné par Diego Palma, qui est un chaman très reconnu au Pérou, qui est un fondateur du centre de retraite de Garden of Peace. Puis c'est là, dans le fond, que mon chaman avait été formé. Au début de la cérémonie, le chaman va ouvrir le portail aux entités. Dans le fond, il rouvre avec ses prières, les chansons. Il va ouvrir le portail à une autre dimension. Et c'est là qu'il y a des gens qui sont capables de voir des esprits. Fait que dans le fond, tu sais, à travers les chants sacrés, il va vraiment faire une connexion avec les esprits, l'énergie de l'ayahuasca. Puis lui, il va agir comme un guide. Fait qu'avec les chansons, dans le fond, ça va accompagner les gens dans leur guérison. C'est vraiment, les chansons, ça te guide vraiment beaucoup dans ton expérience. Il va créer vraiment un espace où les esprits bienveillants, les ancêtres ou les énergies de guérison peuvent entrer pour nous accompagner, aider les participants à nous aider aussi dans notre voyage intérieur. Fait que, d'où l'importance d'avoir un bon chaman, parce que c'est lui qui va vraiment partir l'énergie, qui va vraiment donner le ton à la cérémonie et l'énergie, la bonne énergie positive que tu as besoin pour faire la guérison. Si tu as un mauvais chaman, ça se peut que tu as un bad trip, puis ça se peut aussi que tu n'as vraiment pas le bon guide ou les bonnes énergies pour t'aider dans ton cheminement. C'est aussi le pourquoi il faut rester sous le maloka, parce que en dessous de ça, c'est comme si tu es un peu protégé puis tu es en sécurité.
à l'extérieur, t'es plus vulnérable aux énergies extérieures. J'ai entendu une histoire comme quoi qu'il y avait une fille qui avait pas voulu faire la deuxième cérémonie ou quelque chose comme ça, puis elle est restée dans sa chambre, puis ça a de l'air. Elle a pas participé à la cérémonie, mais elle a vu des choses. Que ça bougeait pas mal. Parce que vu que le chaman, un peu plus loin, est en train d'ouvrir le portail lors de la cérémonie, ben il y a des choses qui quand même bougent autour. Là. Il peut y avoir des entités, etc. Fait que ça a l'air que c'était pas... ça faisait un peu peur là, dans sa chambre. C'est ce que j'ai entendu. Aussi, c'est ça que je trouvais aussi fascinant, c'est quand tu fais une retraite, souvent tu vas avoir un coach, on appelle ça un integrative coach. Puis nous, on avait notre coach, elle s'appelle encore Alicia. Puis dans le fond, elle m'a raconté, elle, qu'elle avait un don de voir les esprits. Puis elle était capable, elle m'avait déjà raconté qu'une de ses cérémonies, elle avait déjà un don de voir les esprits, mais elle sortait en dehors du Maloka, puis elle me disait qu'à un moment donné, elle voyait du monde autour de la piscine. Elle disait, je cherchais les participants, genre les participants de la retraite. Puis là, je disais, oh, excuse-moi, oh non, ça, c'est pas cette personne-là. Puis elle était en train de... Elle voyait du monde autour, puis elle essayait de chercher les gens de la retraite. Puis quand j'ai entendu ça, j'ai fait « Oh my God, ça n'a pas d'allure ». Moi, personnellement, j'ai pas vu aucune personne autour de la piscine. Mais elle, c'était autre chose. Elle voyait du monde. Il y a aussi un autre gars avec qui j'ai parlé, qui venait du Canada, qui me disait, à ma deuxième cérémonie, juste avant, il me disait que lui avait été capable de voir. Il dit qu'il avait vu quelqu'un derrière le chaman une fois dans une cérémonie. Il disait, je voyais quelqu'un derrière lui, une entité, une personne. Fait qu'il y a du monde qui sont capables de voir des entités. Moi, par exemple, il y a juste à ma deuxième cérémonie, j'ai vu de loin, je me rappelle, j'ai vu une ombre noire bouger. C'est tout. Puis j'ai clairement vu qu'il n'y avait personne au fond de la piscine. Il n'y avait personne, mais je me rappelle, j'ai vu un ombre noir bouger. Puis j'ai genre fait « Holy shit! » J'ai vu quelque chose bouger, là. Fait que c'est juste ça que j'étais capable de voir, un ombre. La façon que ça fonctionne, en tout cas, où j'étais à la retraite, ça fonctionnait un peu comme un open bar, là. Capote pas, là. C'est pas... on n'était pas en train de se saouler à l'ayahuasca. C'est juste que la façon que c'est qu'il rouvre la cérémonie avec une dose, puis après ça, quand il dit « le bar est open », dans le fond, tu peux te lever puis aller te rechercher une autre dose si tu veux, si tu ressens le besoin puis si tu sens que tu vas aller plus en profondeur. Il va pas le répéter, fait que dans le fond, quand aussi longtemps que tu sens que tu en as besoin, tu peux retourner, aller le voir puis demander une dose. Puis à la fin, dans le fond, il va mentionner que c'était le last call et avant de fermer la cérémonie. Fait qu'il donne un certain temps pour dire last call, puis là, les gens, ils vont s'ils ressentent le besoin. Ou sinon, tu peux arrêter à une dose. Tu peux en faire 2, tu peux en faire 3. Moi, normalement, j'en ai fait 3 à chaque fois. Mais la deuxième fois, c'était plus intense, ouais. Il y a aussi le râpé. Le râpé, dans le fond, ils m'ont offert du râpé au début de la cérémonie, puis aussi pendant. À chaque fois qu'il ouvrait il faisait le open bar, dans le fond, il rouvrait dans le fond, dire OK, vous pouvez revenir chercher une autre dose. Il y avait 2 filles qui s'occupaient de faire le râpé. Dans le fond, c'est vraiment dégueulasse, le râpé, en passant. C'est une poudre de tabac sacré qui est mélangée à des plantes médicinales. Et puis, tu rentres le petit tube dans la narine, puis tu souffles ça dans la narine. C'est intense. Ça pique fort, ça peut te faire pleurer, mais ça clarifie vraiment l'esprit, puis ça te ancre dans le moment présent. Fait que ça fait juste te pousser un petit peu plus dans ton expérience si tu ressens le besoin. Fait que c'est vraiment une option pour aussi se recentrer avant de continuer l'ayahuasca ou de te préparer mentalement ou juste te renforcer la connexion à l'expérience. Environ 1 heure avant la fin de la cérémonie, ils vont allumer un feu au centre du Maloka. Puis là, l'énergie change complètement. Parce que là, au début, t'es dans le silence, t'es dans le noir. Après ça, la musique commence. Là, ça te guide à travers ton expérience. Tout le monde vit leur moment. Et là, quand ils rouvrent le feu au milieu, ben là, on voit tout le monde. C'est plus clair, c'est plus animé, c'est plus chaleureux aussi que
tout seul dans ton trou, dans ton coin, dans le noir. Et là, il y a plus un esprit collectif qui rentre en compte. Les chants, dans le fond, les chants deviennent vraiment plus intenses. C'est plus vibrant. Il y a comme un regain, il y a comme un regain d'énergie dans l'air. Là. La vibe change vraiment. Puis c'est à ce moment-là que les gens peuvent se lever, danser, bouger, tourner, danser autour du feu, s'ils sentent le besoin. Puis l'expérience, c'est ça, ça devient plus collective. On se sent un petit peu plus connecté parce que normalement, c'est très introspectif, c'est très tout seul avec toi-même. Mais là, tu sais, tu peux connecter avec les gens autour de toi. Avec l'ayahuasca, dans le fond, tu es sur une diéta, mais la journée même, tu arrêtes de manger autour du lunch. Puis je me rappelle, ils nous avaient servi juste de la soupe. Tu fais que tu déjeunes, tu manges de la soupe. Puis après ça, tu dois jeûner jusqu'à temps que la cérémonie se termine, ce qui est autour de... Normalement, moi, mon expérience à moi, c'était 3-4 heures du matin. Et puis, à la fin, dans le fond, ils nous offrent des fruits. Fait qu'ils amènent genre plein de bacs de fruits. Puis t'as tellement faim, là, que... Aïe, aïe! C'est délicieux, les fruits. Là. C'est débile dans la bouche. Là. C'était tellement bon, ça n'avait pas d'allure. C'était juteux. C'est les meilleurs fruits que tu as jamais mangés de ta vie. Puis là, c'est ça, c'est à ce moment-là aussi que tu commences... à la fin de la cérémonie, tu commences à débuzzer. Fait que tu es pas mal correct rendu au moment où tu manges tes fruits. Puis là, c'est là que tu commences tranquillement à jaser avec les gens. Puis là, tu peux rouler ton tapis puis t'en aller. Justement, la diéta, il faut que tu fasses une diéta genre avant, pendant, puis après. Ça dépend beaucoup de chaque retraite. Il y en a qui sont plus stricts que d'autres. Il y en a qui ça peut être 2-3 semaines avant. Il y en a qui ça peut être juste une semaine. Il y en a qui ça peut être quelques jours. Où est-ce que j'étais, c'était vraiment plus comme une semaine avant. Il fallait faire attention. Je pense que c'était beaucoup... Tu manges très végétarien, fruits et légumes. Faut pas que tu fumes. Faut pas que tu bois d'alcool, faire de la drogue, pas de porc. Pas lire les journaux, les réseaux sociaux, pas de sexe, pas de masturbation. C'était vraiment assez strict. Là-bas aussi, tu es sur la diète. Puis après ça, ben, je pense qu'il y a certaines retraites qui te recommandent fortement de continuer. Mais c'est aussi pour continuer à te sentir un peu comme plus purifié, clean, qu'on pourrait dire. Ça vraiment, tu te sens tellement bien après que tu as juste envie de continuer à bien manger. Mais l'idée, dans le fond, de la diète, c'est que plus ton corps est propre, et léger, plus l'ayahuasca agit en profondeur. C'est vraiment pour comme purifier ton corps pour qu'il soit vraiment plus réceptif à l'ayahuasca. Si tu manges trop avant la cérémonie, c'est sûr que ton corps va passer son temps à digérer au lieu de se concentrer sur l'expérience. Fait que d'où le pourquoi faut faire un jeûne le jour même. Alors, c'est déjà tout pour cet épisode d'aujourd'hui. La partie 2 s'en vient la semaine prochaine. Puis là, je me demandais, toi, est-ce que tu as déjà vécu l'expérience de l'ayahuasca? Tu peux venir m'en jaser en DM ou en commentaire sur Instagram à Isabelle Péquin. Ou honnêtement vrai, ça me ferait vraiment plaisir de connaître ton expérience. En plus, c'est toujours le fun de connecter avec des gens qui ont vécu la même chose que toi. Si l'épisode t'a plu, partage-le avec quelqu'un que ça pourrait intéresser. Ce serait super apprécié. Ça m'aide beaucoup à faire découvrir le podcast. Et reste à l'écoute parce que dans la prochaine partie, pour la partie 2, je vais te raconter vraiment plus en profondeur mon expérience personnelle avec l'ayahuasca, le kambo, le peyote, puis vraiment toute la retraite au complet, puis comment ça a vraiment changé ma vie. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. Je tiens à mentionner que cet épisode sur l'ayahuasca, c'est vraiment le but premier, c'est vraiment de partager mon expérience personnelle et non de te pousser à essayer ça. Si jamais ça t'intéresse, prends le temps de t'informer, de bien réfléchir et surtout de le faire dans un cadre sécuritaire avec des professionnels expérimentés.